Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. On peut parler sur slide sur comportement des pentes instables. Donc la méthodologie d'étude se concerne le comportement des pentes instables. On a la reconnaissance et calcul de la stabilité et la confortation. Pour la reconnaissance, on fait d'abord on établir une carte topographique des sites et une carte géologique de la région. Puis la reconnaissance hydrogéologique de la région, puis avec une campagne de reconnaissance des sondages et une étude géotechnique à partir des essais d'identification des essais in situ. Pour le calcul de stabilité, on fait une recherche de coefficient de sécurité minimum et faite sur la base de plusieurs surfaces hypothétiques, surfaces de glissement définies, glissement déjà déclenché. Une analyse à rebours en posant le coefficient de sécurité FC égale à l'unité. Les valeurs de paramétrisation déduites de cette analyse sont alors comparées à celles déterminées par les essais mécaniques. Pour les bassins versants, que la base des mouvements se situe souvent au contact des manteaux d'altération rochers. La méthodologie de confortation, le calcul de stabilité sont conduites pour chiffrer le gain de stabilité, différenciation de facteurs de sécurité, donc que l'on peut espérer avec chaque méthode. Donc le gain de sécurité théorique ainsi déterminé doit être comparé avec la marge qu'il est nécessaire d'atteindre en pratique pour stabiliser le glissement et s'affranchir de désordre ultérieur. Donc le résultat de calcul de stabilité permet donc de classer les actions confortatives par ordre d'efficacité et de faire un choix sur la base de ce classement et bien entendu des considérations économiques. Pour la méthode de confortement, on a deux possibilités. Donc la première solution consiste à s'affranchir des moments de glissement sans les empêcher en déplaçant l'ouvrage endommagé en dehors de la zone en mouvement. La deuxième solution consiste à stabiliser le versant par l'emploi de dévers techniques, c'est-à-dire lors dans lequel elles doivent être envisagées le terrassement, drainage et puis renforcement. Pour le terrassement, on peut distinguer trois groupes de méthodes de stabilisation dans ce type de mode de terrassement. Donc on a rempli de pieds, alignement en tête et reprofilage. Pour rempli de pieds, donc on fait le chargement en pied d'un glissement, l'ouvrage également appelé BT aux banquettes, agit par contre balancement des forces motrices. Pour qu'il soit efficace, il faut réaliser un ancrage dans les formations en place de la surface de rupture. Pour alignement en tête, cela consiste à décharger la tête des glissements, à décharger la tête. De glissement, ce déchargement entraîne une diminution de la masse donc des forces motrices. Il est également possible d'augmenter la stabilité d'un terrain en réduisant sa pente. Cette solution est adaptée pour des talus non naturels ou de faible extension, mais généralement difficile à mettre en œuvre sur les versants naturels. L'alignement en tête peut aussi se faire par utilisation de matériaux légers de substitution qui peuvent être soit la pouzzolon, le polystyrène expansé ou les granulats légers d'argile expansé. Pour le terrassement de profilage, donc on fait l'exécution des risbermes en banquette. Les banquettes présentent des avantages d'amélioration de stabilité et de créer des voies d'accès pour l'entretien ou des travaux complémentaires. Cependant, l'adoucissement de la pente est en général mal adapté aux versants naturels instables, car il met en jeu des volumes très importants. Ça concerne les terrassements. Pour les drainants,
Donc les drainons ils sont permis de diminuer la pression interstitielle et donc ils ont le débit d'exorde. Donc il faut évaluer l'efficacité d'un dispositif de drainage. Les différentes techniques qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre cet objectif relèvement de deux options fondamentales. La premièrement, c'est éviter l'alimentation en eau des sites. La deuxième, c'est expulser l'eau présentant dans le massif instable. Donc le dimensionnement et l'efficacité d'un système de drainage dépend des éléments suivants. Elle dépend de la nature et l'originalité des terrains, la géométrie des couches aquifères, la perméabilité et l'anisotropie des sols, puis l'alimentation et les exutoires. Et pour tout cela, pour les drainants, le terrain, il faut que le coefficient de sécurité est élevé. Le type de drainant qu'on peut voir, on a des collectes et canalisations des eaux de surface, on a des tranchées drainants, on a des masques drainants. Pour les collectes et canalisations des eaux de surface, cette technique a pour objectif de limiter les infiltrations dans le massif en mouvement. Les eaux peuvent provenir des sources d'un défaut d'étanchéité, c'est un réseau d'adduction d'eau, c'est un bassin de stockage à l'amont. Ou plus simplement, de l'impluviement et des eaux de ruissellement. En effet, les eaux de surface ont tendance à s'infiltrer dans les ficelles, à stagner dans les zones de faible pente et aggravant ainsi une instabilité amorcée. Aussi, les ouvrages de collecte des eaux fossiles et caniveaux doivent être réalisés dans première urgence dans de nombreux cas de glissement. Pour les tranchées drainantes, on utilise tout le monde les matériaux de drainage. Donc, pour but de rabattre le niveau de la nappe, donc de diminuer la pression interstitielle. Il est disposé sur le site de façon à vous recouper les filets d'eau. Donc la tranchée drainante a l'avantage de convertir au talus de grande hauteur, c'est-à-dire la hauteur peut dépasser 10 mètres. Son exécution peut mettre en péril la stabilité précure du site. Il risque de se colmater le matériau drainant n'est pas de bonne qualité. Pour les masques drainants, étant venu du matériel drainant en paramont d'Italie, qui n'est pas soumis aux pressions incertaines, peut être soit intégré au profil d'Italie, ce qui est le cas premier et plus fréquent, soit hors profil, ce qui est le cas en particulier lorsqu'on conforte un glissement par chargement en pied. Cette technique s'adapte surtout au talus de débit. On a aussi les éperons drainants et les drains horizontaux. Pour les éperons drainants, consiste à faire des signes perpendiculaires à l'axe des talus et remplir en matériaux dont ils permettent notamment le drainage de zones assaisonnement. Pour être efficace, ces éperons doivent entamer très profondément le talus et ne peut pas être trop espacé. L'avantage est que d'un tel système est de pouvoir être réalisé sans mettre en cause de stabilité de taille et de limiter en extension d'éventuels désordres. Pour le matériau de remplissage permet en plus d'améliorer les caractéristiques mécaniques des sols vis-à-vis des cisaillements, dont là les éperons sont préférés aux tranchées drainantes. Pour les drains horizontaux, on peut choisir le drainer le massif instable par drain horizontaux lorsque par exemple les conditions d'accès sont trop difficiles pour réaliser une tranchée, donc ils permettent de décharger localement des aquifères. La technique donc consiste à réaliser de nombreux forages avec une file pente sur un horizontal de 2 degrés à 5 degrés et placer des tubes, donc et placer des tubes crépinés
L'hydra a un dispositif un dispositif de captage des eaux recueillies, dont l'hydra avec un exutoire adapté complète l'ensemble. Le rayon d'action d'hydra est très faible, quelques centimes, dans les milieux cohérents aussi. Faut-il réserver les âges au cas spécifique de la PJ dans les milieux perméables. On a d'autres types renforcement des massifs pour renforcement des massifs instables. Dans ce cas, lorsqu'on a déjà fait le terrassement et le drainage pour les deux méthodes n'adaptent pas, donc on fait de renforcement des massifs instables. Pour cela, il s'agit donc des tirants d'ancrage et de murs, le clouage par des barres, des micro-piaux et des rangées de pions et des barrettes de profil métalliques d'inertie divers. Pour les ouvrages de s'étirement, on a des ouvrages rigides et des ouvrages souples. Pour les ouvrages rigides, par exemple, ne sont plus mieux adaptés à la stabilisation du glissement du terrain. Certes, le problème de la précarité de l'assise de fondation est peut-être réglé dans ce cas, mais quand l'ouvrage est suffisamment ancré et résistant vis-à-vis des efforts qui lui sont appliqués, l'état atteint par le sol en compression en amont est un état de BT. Les efforts qui en résultent sont très importants avec cette variante. Il faut alors envisager plusieurs niveaux d'ouvrage afin de découper le versant en zones dont la longueur soit suffisamment faible pour éviter le développement de coins BT. Les coûts de réalisation sont alors substantiels. On a d'autres types, c'est les gabions. Donc, les variants souples supportant des déformations de sol sont plus couramment utilisés. Le gabionnage, par exemple, est une solution économique très employée. Cette alternative reste cependant limitée aux faibles hauteurs, à cause surtout de stabilité interne des nappes. Pour les terres armées et massifs, renforcés par des armatures extensives, il s'agit de remblais renforcés par des armatures, des géotextiles, armatures métalliques ou synthétiques. Ces ouvrages fonctionnent comme des massifs en poids où les dimensions vérifient la sécurité vis-à-vis des deux mécanismes de rupture interne et rupture externe. Le deuxième, c'est les tirants d'ancrage. On avait la première, donc la deuxième, c'est les tirants d'ancrage. Pour les tirants d'ancrage, c'est une solution qui consiste à ancrer des tirants dans le terrain stable sur la surface de rupture et appliquer en tête un effort de traction, un effort sur la surface du terrain par l'intermédiaire des plaques de réaction. En général, on combine les tirants à un mur ou à des longues graines de béton armé. Bien que cette technique ne soit pas une première alternative, le but de tel tirant est donc d'augmenter l'effort normal, donc la résistance aux ces éléments le long de la surface de rupture potentielle, tout en diminuant le moment moteur de taille. Pour la méthode, on procède d'exécution des tirants d'ancrage suivant les prescriptions de la norme NBN ON 1537, grand encore. Donc, la méthode consiste à exécution de fourrage sans un angle défini à l'aide de type de protection externe, tébage, chemissage sous fluide de fourrage. Donc, au niveau prescrit, remplacement de fluide de fourrage par un colis de ciment à travers deux dispositifs d'injection retirés au fur et à mesure. Puis, la mise en place de l'armature barre torrent sur une longueur de scellement et une partie libre éventuelle définie selon le concept. Donc, la retrait progressive des tubes de protection externe, injection d'un colis en ciment, colis seulement, suppression, exécution des meubles d'ancrage. Le tirant d'ancrage est achevé.
On utilise les bras qu'on utilise pour les terrains d'ancrage avec les centres. On a ici des terrains, les sondeuses qui font des forages, des sondages sur les murs, sur le tali. Donc les clous sont constitués de barres de diamètre de 20 à 50 mm, introduire dans des forages de 70 à 150 mm. Leur longueur est très généralement supérieure à 6 mètres et pour atteindre 20 mètres, elles sont solides sur toute leur longueur par une injection de colis de ciment. Elles sont dites passives et sollicitent de traction en flexion et en cisaillement par le mouvement de terrain. Donc, pour cela, lorsqu'on a des tirants d'ancrage achevés, donc on a des tirants actifs, ce sont des mises en tension précontraintes, ou plutôt après un délai de 7 jours pour des tirants injectés avec un colis de scellement classique. On a des tirants d'ancrage des tirants passifs au clos. Ce sont des tirants d'ancrage passifs au clos, uniquement sollicités lors des déformations des terrains. Les tirants d'ancrage et les clos sont normalement les éléments de traction généralement mis en précontrainte, introduits dans un trou de forage de diamètre limité et enrobés d'un colis de scellement. Un troisième type pour le renforcement de tali, on a de renforcement par l'inclusion. Donc la technique de clouage relativement easy et rapide à mettre en œuvre. De plus, cette technique n'affecte pas la géométrie du site. On distingue habituellement deux catégories d'inclusion en fonction d'inertie des armatures utilisées. La première, c'est les clous et les micropieux constitués d'une armature de faible inertie, d'un colis d'injection placé obliquement ou verticalement. La deuxième technique, c'est les pieux et les barrettes. Les pieux et les barrettes, qui sont des éléments de grande rigidité mis en place verticalement. La stabilisation d'un glissement de terrain par clouage repose sur le principe suivant. La partie supérieure des massifs en mouvement engendre une déformation des clous. Les efforts qui en résultent sont transmis par les clous au substratum et s'opposant au mouvement. Le clouage agit sur le glissement par goujonnage des blocs mobiles sur le substratum fixe. Donc, on ne peut pas par cette technique stabiliser les glissements de grands ampleurs qui nécessitent l'introduction d'efforts considérables. L'efficacité des clouages réside dans la mobilisation d'efforts de traction et de cisaillement. Donc le clou, pour que ces efforts stabilisateurs soient mobilisés, il est nécessaire que se produisent des déplacements relatifs sol par rapport au clou. Le clonage a donc un effet progressif et des mouvements résiduels se produisent encore après le clouage. Donc le dimensionnement d'un ouvrage de confortement par clouage se fera en justifiant une sécurité suffisante vis-à-vis des risques de rupture. Pour cela, dans le clou, barre de haut type d'acier par traction et par rapport au cisaillement, on a une résistance dans la barre. La deuxième, c'est au contact sol-clou, dans la partie d'ancrage arrachement d'eau, interaction de frottement de sol-barre. Dans le sol, lorsque les efforts de stabilisation apportés sont insuffisants, on a une résistance au cisaillement des sols. On a encore, pour le quatrième, c'est interaction de pression normale sol-barre. Donc le clouage de glissement par des pieux ou de barrettes procède des mêmes principes que précédemment.
comme les clos, mais compte tenu de leur inertie importante, les pieux travaillent principalement en flexion aisément. Quand les clos de faible inertie travaillent en traction aisément. Dans le cas où les mouvements relatifs entre les inclinaisons et sont en place peuvent être considérés comme fibres, les hypothèses sur les sols équivalents sont justifiées. Leurs caractéristiques d'angle de frottement et d'angle de cohésion sont obtenues par les relations suivantes. Donc, tangente alpha est égale à tangente phi1 fois la surface S1 plus tangente phi2 fois la surface S2 sur la surface S1 plus la surface S2. Donc, l'angle de cohésion S est égal à S C1 sur l'angle de cohésion de 1 fois la surface S1 plus l'angle de cohésion C2 fois la surface S2 sur surface S1 plus S2. Avec Phi1 plus S1 et SC1, les caractéristiques de la surface des sons en question le plus défavorable. Phi2, C2 et S2, les caractéristiques des inclusions en béton. Avec S est égal à 0,5 fois RC fois RT à la puissance 0,5. Et tangente alpha est égal à RC moins RT, c'est RC plus RT. Avec RS et RT, ce sont des résistants du béton à la compression et à la traction. Dans ce tableau, on peut voir les principes de stabilisation, les moyens techniques, méthodes de dimensionnement, avec F final, avec les contraintes d'utilisation de chaque méthode. Par exemple, on a ici pour la BT de pi, on a rééquilibrage, le principe de stabilisation, rééquilibrage de la masse. La moyenne technique, c'est le rempli. La méthode de dimensionnement, calcul de stabilité avec géométrie modifiée, F est égal à 1,2 à 1,3. On a un axe et emprise nécessaire, présence d'un horizon, c'est-à-dire un résistant à faible profondeur, assure la stabilité en aval. Pour les alignements en tête, on a, c'est un rééquilibrage de masse, c'est la même chose comme le BT de pi. On utilise seulement de l'idéblé, calcul de stabilité avec la géométrie modifiée. Pour F est égal à 1,2, on a un axe et emprise nécessaire assure la stabilité en amont. Le premier en aval, le deuxième et en amont. Pour le perche total. Perche totale, si le massif est stable après la perche, donc on le fait totalement de l'idéblé. La même chose pour le reprofilage de l'idéblé. Donc le calcul de ça avec une géométrie modifiée, avec le calcul de ça avec la géométrie. Mais la différence, c'est le F est égal pour le perche total 1,5 qui pour le reprofilage est 1,2. S'applique à des petits volumes, donc à la surface, mais on est assuré à la stabilité en amont. Accès en présence, terrassement important. Pour la substitution totale, c'est un apport de matériaux de meilleure résistance. On l'utilise dans les deux moyens techniques qu'on remplit en débris. Donc, on a quelques de stabilité avec les caractéristiques des matériaux de substitution. Avec F est égal à 1,Z, on a des terrassements importants pour les contraintes d'utilisation ancrées sur la surface de rupture. Pour le mur de soutènement, on a les terrains d'ancrage. On a pour le principe de stabilisation un apport d'un effort de stabilisation horizontale. La même chose pour les clos, un apport avec un effort stabilisateur, mais pour les clés, il est perpendiculaire. Et pour les pieux, il est horizontal. Pour le moyen technique, pour le mur de ouvrage fixe, les ouvrages souples, pour les tirants d'ancrage, c'est de torrents barres. Pour les clous, ce sont des barres et des types micro-pieux. Pour les pieux, béton profilé et palponge.
Pour la méthode de dimensionnement pour le citainement, c'est la mer fixe calcul de longueur du massif avec maison BT. La mur souple calcul de stabilisation en tenant compte de résistance du mur. Pour les terrains d'ancrage, c'est calcul de stabilisation en introduisant les efforts stabilisateurs de calcul la rupture des terrains avec le F égale 1,5. Pour les clos, c'est la même chose comme les terrains d'ancrage et aussi pour les pieux. Pour les contraintes d'utilisation, on utilise pour les quatre méthodes des ancrages sur le niveau de rupture avec gérer la circulation des eaux derrière de l'ouvrage. On additionne seulement pour les trois terrains d'ancrage et les clos avec les pieux, on a associé un bon drainage. Et merci pour cet résumé sur le confortement du sol. Donc, merci pour le suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup de votre attention.